Après vous avoir présenté mon top 6 de mes plus belles surprises de 2021, mon top 6 de mes jeux grand public favoris, c'est maintenant le temps de vous présenter la première partie de mon top 20 des meilleurs jeux de 2021. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top très spécial. C'est la première partie de mon top de mes jeux favoris de 2021. Alors comme je disais dans mon introduction, je vous ai déjà fait parvenir deux tops à date que j'avais trouvé très intéressants, mais là, je me disais que c'était le temps de faire la compilation pour le meilleur jeu de 2021. Et là, peut-être certains vont dire, ouais, mais ça commence à être tard dans l'année. En fait, c'est que j'avais une liste de jeux que je m'étais donné, que je me devais d'essayer au moins. Donc, j'ai fait le tour des jeux de 2021. C'est certain, j'ai pas joué à tous les jeux, loin de là. J'ai même isolé, par exemple, les quelques titres aussi que je n'ai pas joué, donc de 2021, mais somme toute, j'ai quand même réussi à jouer à pas mal les jeux que j'avais dans ma mire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai attendu un peu avant de vous proposer mon top de mes jeux favoris, parce que il y a beaucoup de sorties 2021 qui sont arrivées un peu sur le tard, d'autres qui sont même pas encore arrivées en boutique, mais j'ai vraiment compilé tout ça de manière à vous sortir une liste. Et là, plutôt que de faire un top 6 et de vous présenter 25 choix supplémentaires de mentions spéciales, je me suis dit, tiens, je vais vous présenter un top 20 et pour ça, je vais le faire en deux parties, histoire que ce soit pas trop long et pour faire durer un peu le suspense. Donc, premièrement, je tiens à dire que c'est basé sur mon appréciation personnelle du jeu. Donc, je dis pas qu'un jeu est meilleur d'un point de vue technique. Je dis vraiment selon mon appréciation du jeu. Il faut aussi savoir que la plupart de ces jeux-là, je les ai pas nécessairement joués 15-20 fois non plus. La joie, j'adore jouer avec beaucoup de titres différents, essayer plusieurs jeux différents, mais ça fait en sorte qu'il y en a beaucoup de ceux-là que j'ai essayé à quelques reprises seulement. Donc, c'est important de mettre ce bémol-là de manière à ce que vous sachiez de quoi il en retourne. D'ailleurs, j'ai envie de savoir quels sont vos titres, qu'est-ce que vous pensez des titres que je vais vous présenter. Marquez-le dans la barre des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Et là, plutôt que de partir avec des mentions spéciales, je vais mentionner certains jeux qui ne feront pas mon top parce que simplement, je les ai nommés déjà dans mes autres catégories. Histoire de vous parler du plus de jeux possible, j'ai pas sorti de jeux qui ont fait partie de mes deux tops précédents. Donc, mon top de mes surprises favorites, il y a Bullet Cœur, qui aurait probablement fait le top 20. Il y a également Soul Clover, que j'avais vraiment trouvé super, aussi, qui va être écarté de mon top 20 des jeux de l'année parce que c'était dans mes tops des surprises. Au même titre que les jeux grand public, je pense que Cascadia, qui aurait probablement été quand même assez haut dans la liste, et Seven Wonders Architect, probablement un peu plus bas, mais c'est des jeux que je n'ai pas mis dans ma liste de 20. Je n'ai également pas joué à tous les jeux, bien entendu, comme je disais. Dans les jeux que je n'ai pas joué, par contre, il y a le nouveau The Crew. J'avais pas joué à l'original non plus. J'ai pas joué à Sleeping Gods. Je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens qui adorent. J'ai pas joué à Oath. C'est pas vraiment mon genre de jeu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'aimer. Role Player Adventure non plus. Il était sur ma liste, mais j'ai fini par pas l'acheter. J'ai de la misère à m'investir dans autant de jeux de mode campagne. Il y a également Hadrian's Wall, un flip and ride que j'ai entendu beaucoup de bien, que je n'ai pas encore essayé. Et même Dinosaur Island Roar and Write aussi. Le jeu a l'air très intéressant. Il aurait peut-être fait ma liste, peut-être bien dans le bas, mais quand même, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, donc tous ces jeux-là ne feront pas la liste. Mais là, c'est beau parler de comment je me suis inspiré pour faire cette liste-là, mais vous êtes ici pour une raison, c'est d'entendre mes choix. Donc on va y aller immédiatement avec la première partie de mes jeux favoris de 2021. Numéro 20. En 20e position, c'est le jeu Chronicles of Avel. Bon, ok. Je vais être franc, j'ai joué aux Chroniques d'Avel un peu après avoir fait mon top des jeux grand public. Il se serait probablement retrouvé là. Donc, c'est la raison pour laquelle je le mets quand même dans mon top. C'est parce que c'est un jeu que j'avais très hâte d'essayer. Je trouve que le jeu offre quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'une espèce de Tower Defense Dungeon Crawler, mais très familial. Donc, on va passer plusieurs tours à se préparer au combat, à ce que la bête arrive. Et là, lorsque la bête va arriver, elle va tenter de venir attaquer le château. On va devoir l'empêcher. Donc, c'est un système de jeu de dés pour les combats, très simple, très bien pensé.
Également, l'équipement des personnages que je trouve vraiment génial avec un espace physique où on va devoir placer nos équipements. Bon, c'est certain, le jeu est limité au niveau du nombre d'équipements et des choses qu'on peut avoir, mais c'est à cause que le jeu se veut très accessible et surtout très familial. J'ai joué avec ma fille, elle a adoré. J'ai également joué en solo et le jeu offre un bon challenge. Et je trouve que les chroniques d'Avel, certain qu'il ne faut pas s'attendre à Gloomhaven, il ne faut pas s'attendre à un Descent non plus. C'est un jeu très accessible et je crois que dans ce créneau-là, il réussit à frapper quelque part qu'il y avait peu de jeux qui étaient en compétition avec lui. Et ça fait en sorte que c'est une très belle expérience de jeu, le tout dans une durée fort raisonnable. Les Chroniques d'Avel, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, que ciao, que vous allez voir le lien en haut. Numéro 19. En 19e position, c'est la dernière mention que je vais faire. C'est aussi un jeu qui aurait dû se retrouver dans mon jeu des top grand public. C'est le jeu 10. Et oui, donc 10, encore une fois, un jeu que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Ciao! Donc, 10 est un jeu de pousse ta chance qui nous vient de la même équipe qui avait fait Point Salad, donc Salade de points. C'est un petit jeu que j'avais adoré et 10 est fait par la même équipe, donc AEG, les mêmes designers, et c'est justement un petit jeu de pousse ta chance, mêlé avec ça des enchères. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer en grand groupe, mais même à 2 joueurs, pour un jeu d'enchères, j'ai vraiment été surpris. C'est un petit jeu très intéressant et je dirais que je pense que c'est un jeu parfait pour des pubs ludiques, des choses comme ça, ou jouer avec des gens qui n'ont pas trop d'expérience. Bon, si certain le jeu, à première vue, est de l'air simple, bon, il faut retourner des cartes, il ne faut pas avoir plus que 10 parce que sinon, on bosse, en fait, on est grillé. Si jamais on décide d'arrêter avant, on va pouvoir prendre des cartes. Le but, c'est de faire des suites de cartes. Mais à la base, le concept est très, très simple. Bon, il y a quelques petites choses de règles qui viennent. Bon, on a de la monnaie qui va servir pour pouvoir acheter des cartes du marché. Et ça transforme un petit jeu de pousse ta chance en jeu très intéressant, mais surtout très accessible. Donc, c'est un jeu qui va être facile à sortir. À peine plus complexe, mettons, que Point Salad, je dirais, mais je pense que c'est un jeu qui est super pour jouer dans un pub ludique. Donc, c'est vraiment un jeu que je conseillerais aux gens. Si jamais les gens connaissent pas trop l'univers des jeux de société, les jeux pousse ta chance sont cette espèce d'élément rassembleur-là. Donc, on est autour de la table et il y a de l'émotion. Donc, ça enlève rien des jeux euro un peu plus secs, des jeux beige, comme on dirait, qui sont des jeux très calculatoires, des choses comme ça. Mais l'effet d'être autour de la table puis de vouloir pousser sa chance, tourner une carte de plus, d'avoir le groupe qui essaie de te motiver à vouloir que tu bosses parce qu'ils vont avoir accès à certaines choses, ça rend le jeu vraiment super et 10 a vraiment été un succès. Numéro 18. En 18e place, c'est le jeu After the Empire. Alors, After the Empire est un projet qui était sur Kickstarter et qui a également eu un reprint, je crois, sur GameFound. En fait, je ne sais plus trop là, si les deux étaient sur GameFound. En tout cas, c'est un jeu qui nous vient d'un programme de sociofinancement. Alors, After the Empire est un jeu de placement d'ouvriers avec des éléments de défense. Et là, on va fabriquer, on se le cachera pas, un beau château. Et là, notre château est vraiment merveilleux. Le jeu est fait avec des belles pièces de plastique. On s'entend, c'est très tape à l'œil. On va avoir des pièces de château qu'on va avoir au début en bois, mais éventuellement, on va pouvoir les upgrader en pierre. On va également avoir des petites miniatures vraiment tout petites qui vont servir. À l'origine, c'est des cubes. Je dirais que pour ceux-là, le Deluxe n'est pas nécessaire. Mais je dirais que ça donne un cachet très, très beau au jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ne vont pas s'attaquer l'un et l'autre. Les joueurs vont subir les attaques. Donc, en tant que tel, à chaque tour, on va avoir une information qui va dire, bon, ben, il va y avoir des gens, des guerriers qui vont arriver de tel côté du château. Et là, on va devoir tenter de placer nos unités de ce côté-là du château. Mais il va toujours avoir un peu d'indécis, un peu d'incertitude du fait qu'on risque de se faire attaquer. Ça se pourrait qu'on réussisse à se faire démolir notre château. Et là, il va falloir faire attention de ne pas se faire piller. Donc, ça va être une espèce de petit tower defense que chaque joueur va faire de son côté. Le côté placement d'ouvriers, le jeu est vraiment bien pensé. On s'entend, c'est vraiment un jeu qui donne dans le visuel, donne dans le bling, comme on dirait, mais le jeu a une très belle présence sur la table et ça reste un jeu très intéressant que j'ai eu la chance de jouer quelques fois. Malheureusement, après avoir joué justement au départ initialement quand je l'ai reçu, le jeu est retombé sur mes tablettes, mais je devrais le ressortir bientôt parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément, After the Empire. Numéro 17. On est rendu en numéro 17 et mon choix s'arrête sur Veil Wraith. Alors, Veil Wraith est un jeu au visuel incroyable. Le jeu est en noir et blanc et c'est un jeu qui vient de la compagnie All or Nothing Games, une compagnie qui nous a produit des jeux comme Gloom of Killforth, mais également un paquet de jeux avec des années à saveur historique un peu. C'est des jeux qui sont souvent excellents en solo et Tristan Hall, le designer, a vraiment un cachet particulier pour la direction artistique de ces jeux. Donc c'est très réaliste, donc ils prennent des photos, ils modifient les photos, ça donne un look vraiment incroyable et Veil Wraith est vraiment un jeu super parce qu'il est vraiment les teintes, le jeu a
un cachet visuel absolument incroyable. Le fait qu'ils soient en noir et blanc, un univers un peu là, après la mort, on est dans le néant. Et c'est un jeu qui se joue uniquement en solo, un jeu très bien pensé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le jeu au complet, de faire toutes les missions. J'ai refait la première mission plusieurs fois. C'est un jeu assez difficile, mais pour un jeu solo, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, le jeu nous présente, oui, un visuel que j'arrête pas de parler du visuel, mais c'est pas juste le visuel qui est beau. C'est un jeu qui nous offre des décisions très intéressantes avec un système d'action très bien pensé, où on va avoir des actions en bas, force 1, 2 et 3, et selon l'action qu'on va faire, on va ramener l'action et là, les autres vont glisser. Un système d'action, d'ailleurs, qui rappelle un autre jeu qui va probablement faire partie de mon top. Mais sinon, Veilrate mérite sa place dans mon top de mes jeux favoris de 2021. Numéro 16. En 16e place, c'est le jeu Unsettled. Alors, Unsettled est un jeu qui est sorti uniquement sur Kickstarter et qui a été fait par la compagnie Orange Nebula, une compagnie qui est connue en fait pour avoir fait le seul autre jeu qui s'appelle Vindication. Donc, c'est des jeux à grand déploiement avec du visuel incroyable et Unsettled va pas changer de cette formule-là qu'ils ont décidé de prendre. Donc, Unsettled, c'est un jeu de survie coopérative. Donc, les joueurs vont devoir travailler ensemble de manière à aller affronter des environnements hostiles sur des planètes. Le rangement du jeu est absolument incroyable. C'est un jeu qui prend de la place, un jeu qui a une présentation visuelle vraiment géniale, un aspect narratif vraiment incroyable. Les histoires, on lit l'histoire, on s'y croit, on a l'impression d'être là et chacune des planètes nous offre des puzzles différents. Donc, on peut avoir l'impression d'avoir une espèce de classique ou dungeon crawler ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un jeu de puzzle et chaque planète nous offre un casse-tête différent. Et là, il y a plusieurs planètes qui sont disponibles. Chacune des planètes a plusieurs scénarios possibles à l'intérieur et ça va faire en sorte que c'est vraiment un casse-tête d'optimisation parce que chaque mouvement est compté. On va avoir un petit timer qui va descendre et lorsqu'on arrive à la fin, on a perdu. Et là, toutes les parties que j'ai faites à date ont toujours été sues à la fesse, vraiment serrées des parties où on n'avait pas place à l'erreur. C'est un jeu qui se trouve dans un endroit difficile pour moi parce que j'ai adoré y jouer, mais je sais pas si je veux acheter la totale. Donc j'ai joué avec des amis qui ont une copie du jeu. Je me suis demandé si moi-même je voulais une copie du jeu parce que je sais pas si je vais le sortir en solo, parce que oui, là, on peut jouer 2 explorateurs, mais je ne sais pas si ça ira en solo, et si je pourrais le jouer avec des amis, je pense que je vais peut-être jouer avec eux autres, justement, qui ont déjà une copie. C'est un des rares jeux que je ne possède pas dans cette liste-là. J'ai une amie qui me l'a prêté pour que je puisse y jouer un peu plus à répétition. Merci Wina. Donc, de manière à ce que je puisse vous en parler un peu plus. Mais j'ai vraiment eu de la misère et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je veux vraiment l'acheter? J'ai fini par pas encore l'acheter, je dirais. Je vais peut-être finir par changer d'idée. Mais il reste que Unsettled a une présentation vraiment incroyable et un bel aspect narratif qui est très agréable. Numéro 15. On est déjà rendu en 15e place, c'est le jeu Lizard Wizard. Alors, j'avais couvert la campagne Kickstarter lors de sa sortie. J'avais eu un prototype du jeu. Le prototype était à des années-lumière que ce que le produit fini peut nous offrir. Et lorsque j'ai vu le produit fini, j'ai fait « Wow! » OK, donc Lizard Wizard est en fait une version 1.5 d'un jeu qui s'appelle Raccoon Tycoon, fait par la même compagnie. Raccoon Tycoon est un jeu de commodité. On devait faire de l'argent en allant chercher des commodités, essayer de les faire monter de prix, de les vendre à bon prix, de manière à pouvoir faire des enchères pour aller faire de la majorité avec un espèce de système de shareholding avec des petits animaux plutôt mignons. Lizard Wizard reprend essentiellement la même base du jeu, mais décide de l'étendre et de rajouter une espèce de thème magique. Donc, au lieu d'aller chercher du bois, de la roche et des choses comme ça, on va aller chercher des composantes magiques, du sulfure, des Eye of Newt, plein de choses bizarres un peu. Donc, le thème est un peu plus fantastique et nous offre également différentes choses. On va avoir des sorts qu'on va pouvoir faire, on va avoir un donjon qu'on va pouvoir aller explorer. Donc, le jeu est comme une espèce de version 1.5, mais un peu plus gamer. Je pense que je jouerais avec des gens qui sont moins habitués avec les jeux de société ou que le thème magique est peut-être un peu moins dans leur corde, puis je vais sortir Raccoon Tycoon. Tandis que si jamais je veux une version plus gamer, Lizard Wizard, donc je conserve les deux encore dans ma bibliothèque. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir les deux, mais je suis pas capable de me brancher à savoir lequel que je préfère. Parce que Lizard Wizard, encore là, a une présentation visuelle hors pair, du matériel incroyable, offre une petite couche de plus de gaming qui fait en sorte que le jeu est encore plus croustillant, avec plus de décisions, plus de choix, plus de choses à faire. Donc c'est 2 jeux que j'aime beaucoup et c'est la raison également pour laquelle il fait mon top de mes jeux favoris de 2021. Numéro 14. En 14e position, un autre jeu que j'ai couvert sur la chaîne, beaucoup de jeux que j'ai parlé déjà, c'est le jeu Stardew Valley.
Stardew Valley, pour plusieurs d'entre vous, c'est le jeu vidéo, donc une espèce de jeu vidéo rétro 16 bits où on va faire une ferme et le jeu n'a pas vraiment de but. On fait juste travailler sur notre ferme, on récolte nos légumes, on investit, on réinvestit, on va se promener dans le village, on peut aller miner, essayer d'aller chez les roches, aller voir des villageois, qui sait même trouver l'amour. Donc le jeu vidéo nous offre énormément de choses et lorsque j'ai vu le jeu de société l'année dernière, je crois, qui était sorti, j'étais vraiment très curieux. Je voulais voir qu'est-ce qu'il en était et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en retournait. Hein. Le truc, c'est que j'ai joué au jeu de société, j'ai vraiment aimé ça, mais j'avais pas encore joué aux jeux vidéo. Et là, ce n'est que depuis une semaine que j'ai décidé de me porter, d'acquérir Stardew Valley, le jeu vidéo. Et je dois dire que ça crée une dépendance jouer à ce petit jeu-là. À la fin d'une journée de travail, on a juste le goût de se dire « Ah, juste une autre journée, puis après ça, je vais arrêter. » Grossière erreur, on va en faire plusieurs. Donc, je sais que, bon, là, je remarque maintenant que le jeu de société reprend vraiment beaucoup d'éléments du jeu et on va voir plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir justement faire ces choses-là avec un système intéressant un peu de placement et de déplacement d'ouvriers qu'il va avoir. On va avoir des buts, on va devoir travailler sur le centre communautaire, mais également avoir des buts de grand-père. Et le jeu, je pense que le seul bémol, puis ça, c'est quelque chose qui m'était revenu aussi, c'est que le jeu a une durée quand même assez longue. C'est pas un jeu qui est court, c'est un jeu qui prend à peu près 45 minutes par personne. Et là, vous voulez dire, ah, mais tu sais, à 4 joueurs, c'est un gros 3 heures. Ben oui, mais je pense que ce jeu-là est vraiment fait pour être joué en solo, 2 joueurs peut-être. Je pense que le jeu, puis je pense que la durée de jeu, ça aurait été plus court, puis ça aurait été moins satisfaisant parce qu'on a tellement de choses qu'on peut faire, tellement de choses qu'on veut faire, et on manque de temps quand même. Et je pense que c'est une expérience de jeu où on doit être décontracté, on doit être relax, et c'est un petit jeu zen. On va faire nos petites choses. Je pense que j'ai pas vraiment gagné encore non plus, peut-être à cause que justement je joue trop zen, mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Je trouve ça vraiment le fun de faire ces petites choses, d'aller explorer. On a vraiment plusieurs avenues. C'est un jeu de type sandbox qu'on va vraiment pouvoir choisir de faire qu'est-ce qu'on veut. Stardew Valley, maintenant, je comprends le parallèle avec le jeu vidéo parce que j'y ai maintenant joué et c'est aussi la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 13. On est rendu en numéro 13 et je vous parle d'un jeu économique que j'ai adoré, mais avec un gros bémol. C'est le jeu Brick and Mortar. Alors, Brick and Mortar est un jeu économique où on va devoir gérer un magasin. Hein? C'est drôle parce que c'est pas un concept qu'on a vu souvent, malgré tout. On a vu plusieurs, des fois, des thèmes fantastiques, des choses comme ça, mais d'avoir un magasin, on va devoir remplir de stock notre magasin avec des différents items, donc que ce soit des bijoux ou encore des choses de technologie ou encore de la nourriture. Et chacun des commerces va avoir un certain nombre de ressources qu'on va pouvoir avoir. Et là, pour remplir nos étagères, on va devoir acheter. Donc, à chaque tour, on va avoir un système très intéressant de cartes qui va déterminer l'offre et la demande. Donc, selon les cartes qui vont être placées, ça va déterminer combien de cubes qu'il va y avoir de disponibles pour tous les joueurs, de manière à ce qu'on puisse les acheter. Mais également, quels cubes vont être en demande ce tour-ci, parce qu'on ne peut pas garder nécessairement nos cubes dans notre magasin. Ils vont finir par passer date en tant que tel. Donc, ça nous amène à une espèce de concept d'exclusivité, où ça va être très intéressant d'avoir l'exclusivité sur un item, parce que si personne veut acheter de nourriture, ben, je vais pouvoir acheter les cubes de nourriture disponibles au prix le plus bas. Mais s'il y a une compétition, on va devoir miser. Et là, chaque joueur va devoir miser de 1 pour le coût d'achat. Donc, donc, on peut acheter la nourriture de 1$ à 6$, mais là, s'il y a plusieurs personnes en compétition, je vais peut-être être amené à le vendre, à l'acheter un petit peu plus cher pour essayer d'en avoir, justement, pour pouvoir les vendre à mes clients. D'un autre côté, quand on va arriver à la vente, si on est tout seul à bénéficier, on va pouvoir vendre notre nourriture 6$, merci, bonsoir. Mais s'il y a d'autres joueurs, on va tomber en compétition. Et c'est là le petit bémol du jeu, du fait que c'est un jeu économique, donc ça peut être très coupe-gorge. Si on undercut quelqu'un, qu'on vend moins cher que l'autre, il se ramasse à rien vendre, ça peut faire très mal. Et le système tourne autour qu'à la fin des tours, on va pouvoir acheter des points de victoire. Et notre argent va servir principalement à ça. Mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter beaucoup de points de victoire, mais on n'aura pas d'argent pour acheter, pour se remplir nos magasins? Donc, il faut toujours au début des tours se garder de l'argent, de manière à bien remplir nos étagères de magasins, gérer également notre commerce, de manière à ce qu'on puisse justement payer les coûts de maintien, etc. Mais d'un autre côté, si on n'achète pas de points, on ne pourra pas gagner. Donc, ça amène une espèce de chose qui rend les premières parties très difficiles. Bon, j'ai 3 parties que j'ai jouées à date. J'en ai joué seulement une à 3 joueurs à date. J'ai hâte de jouer à 4 joueurs. Je pense que c'est là que le jeu va vraiment briller. Mais c'est un jeu économique qui ne pardonne pas, qui peut faire très mal. Ma première partie que j'ai jouée à 2 joueurs, à un moment donné, j'ai juste undercuté un peu l'autre joueur et ça a fait très mal du fait qu'il n'y a pas eu d'argent pour pouvoir justement se remplir le magasin. Et ça a fait qu'il a perdu peut-être 2-3 tours. Et ça amène des situations que il faut jouer avec le bon monde à ce type de jeu-là. Faut pas
faut pas, ça se peut que ça vire mal, mais encore une fois, c'est un jeu que j'ai adoré. Brick and Mortar, une belle expérience économique et un type de jeu que j'apprécie de plus en plus. Et surtout, le tout dans une durée qui est relativement raisonnable. Je pense que mes parties ont duré aux alentours de 90 à 120 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux économiques, des fois, qui prennent des 4-5 heures. Donc celui-là le fait quand même dans une espèce de condensé et j'ai bien apprécié. Numéro 12. On se rapproche de la fin. En numéro 12, c'est le jeu Corrosion. Alors, Corrosion est un jeu, un engine builder. Et là, vous savez, les engine builders, d'habitude, ça me touche pas mal, c'est le genre de jeu que j'aime. Mais ce qui est spécial avec ce jeu-là, avec Corrosion, c'est que notre engin qu'on va fabriquer va être amené à rouiller et briser. Donc, on va acheter des machines, on va pouvoir les activer, et là, tout se tourne autour du système de la roue. Lorsqu'on va jouer une carte, on n'aura pas l'accès à la carte jusqu'à temps que la roue ait fait le tour. Au même titre que si on achète une machine, on va la placer à un certain endroit, et elle ne s'activera pas tant que la roue ne sera pas arrivée là. Et là, on a plusieurs façons de pouvoir bouger cette roue-là, mais ça amène aussi une espèce d'élément de temps. Et là, le temps est une ressource que j'adore dans les jeux de société. Lorsqu'on a à gérer avec une contrainte de temps, également de ressources, parce que ça se pourrait que nos petits engrenages qu'on ait, qui servent de ressources, ils finissent par passer date. Donc, s'ils rouillent, à ce moment-là, ils vont briser. On va devoir utiliser notre argent, bien entendu, avant. C'est rarement arrivé que j'ai perdu de l'argent, mais on va devoir gérer nos choses comme ça. Le tout vient avec un système de cartes très intéressant du fait qu'on va pouvoir suivre les actions des autres joueurs. Mais là, si on suit l'action d'un autre joueur, c'est une carte qu'on ne pourra pas nécessairement servir pour l'action de base qu'on voulait avoir et on n'aura pas accès à la carte avant quelques tours. Donc, ça amène des décisions très intéressantes. Je pense que le jeu est aussi bas dans ma liste parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer souvent. J'ai joué en solo 3 parties, j'ai joué une seule partie à 2 joueurs. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué à plusieurs, encore une fois, pour l'action de suivre, le système de suivre dans les jeux de société. Donc, plusieurs éléments qui viennent chercher du fait que Corrosion est un jeu qui est amené à pouvoir monter dans ma liste, je crois, en y rejoignant parce que le jeu va cliquer un paquet de petites boîtes que j'aime beaucoup. Numéro 11. On est maintenant rendu à la dernière position de ma vidéo d'aujourd'hui, le numéro 11, qui se trouve avec le jeu Radlands. C'est drôle parce que Radlands a passé tout près de ne pas faire cette liste-là. Ma première partie que j'ai jouée, j'ai aimé le jeu, mais OK. Sans plus. Donc, Radlands est un jeu à 2 joueurs qui a été fait par la compagnie Roxley Games. Le design visuel est vraiment génial. Un design visuel signé Manny Tremblay, mais aussi Mr. Cuddington. Donc, c'est vraiment un look très, très cartoonish, post-apocalyptique, qui a vraiment une belle trame. Un beau design visuel. Mais outre ça, c'était vraiment un jeu de duel où on va devoir tenter de jouer des cartes. C'est vraiment un jeu, un système de cartes vraiment intéressant, de grille de cartes où on va placer des personnages, on va placer des événements et on va devoir tenter de détruire les 3 campements de l'autre joueur. Donc c'est vraiment un jeu direct, un jeu de duel, un jeu où on va passer notre temps constamment à se mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que ma première impression du jeu, comme j'expliquais, avait été correcte. J'ai joué, je me suis rendu compte que c'est le genre de jeu que je pense qu'il gagnerait à être joué souvent avec la même personne. C'est ce que j'avais qualifié d'un jeu de coloc. Donc un jeu où on veut tout le temps jouer avec la même personne et plus ça va aller et plus le jeu va devenir intéressant. Parce que oui, bien sûr, il y a un draft au départ qu'on peut faire des différents campements qui vont nous donner des bonus, mais plus on joue, plus on comprend les cartes. Ce qui est intéressant avec ces cartes-là, c'est qu'il y a tellement de façons de pouvoir les jouer. On peut les jouer pour les défausser en tout temps pour un effet qu'on appelle junker. Donc si on junk la carte, on va pouvoir retirer une ressource, que ce soit de piger une carte, de recevoir un d'eau, parce que l'eau est la ressource la vitale dans ce jeu-là, il n'y en a pas beaucoup, on va devoir l'utiliser, vraiment de faire attention. On va également pouvoir attaquer des cartes de l'autre, et là les cartes vont être placées justement dans une grille, et on va pouvoir attaquer si une carte n'est pas protégée. Donc on imagine que notre campement va être là, on peut placer jusqu'à un maximum de 2 personnages pour protéger d'un de nos personnages ou nos campements, et là on va devoir attaquer les autres joueurs, etc. Donc c'est vraiment un système de combat, mais sans être nécessairement un combat direct, c'est des habiletés qu'on va faire, et le fait qu'après avoir joué, j'étais pas convaincu, puis les jours d'après, j'ai comme repensé, j'ai comme, t'as un peu là, il me semble que j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de revoir, j'ai envie de réessayer, j'ai envie de donner une autre chance à ce jeu-là, et là, ça a commencé à virer en boucle dans ma tête, j'ai fini par l'acheter, et là, j'ai rejoué 3-4 fois, et j'aime vraiment le jeu, même que je vais probablement aller me chercher les tapis de jeu qui sont pas nécessaires, mais que je trouve qu'ils rajoutent tellement, c'est que le jeu vient avec un système de grille, comme je vous expliquais, et de la manière qu'on va les placer, les cartes, donc lorsque je l'explique, je le montre dans le livret de règles, on voit clairement. Mais lorsqu'on joue, je pense que le tapis de jeu va vraiment aider à donner un visuel de plus. Bon, encore une fois, je pense que c'est pas obligatoire, mais ça donne vraiment un beau cachet au jeu et ça aide vraiment là, à la perception visuelle vraiment du jeu instantané. Mais sinon, Radlands, un jeu qui sera vraiment pas pour tout le monde. Un jeu qui mérite, par exemple, qu'on y rejoue après notre première partie initiale où on va comme se demander un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué et rejoué et c'est la raison également pour laquelle il passe tout près de faire mon
top 10 et je pense que peut-être en revisitant ma liste, peut-être un an plus tard, peut-être que le jeu va avoir monté parce que je pense que c'est un jeu qui gagne justement à être joué souvent. Et voilà, ça fait déjà le tour de ma première partie de mes jeux favoris de 2021. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux dans la liste que je vous ai parlé, que vous avez joué, que vous avez aimé plus que moi, ou encore des jeux qui manqueraient à ma liste? Bon, c'est certain qu'il vous manque encore beaucoup d'informations parce qu'il m'en reste 10 qui sont encore meilleurs que ceux-là à vous parler, mais j'aime toujours ça de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Également, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air, et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on est tout près des 15 000 abonnés. J'ai très hâte de voir cette espèce de chiffre-là c'est pas important le nombre d'abonnés, mais c'est toujours agréable de voir que les gens nous suivent, que les gens aiment qu'est-ce qu'on fait, et ça fait juste nous motiver à pouvoir vous produire encore plus de contenu. Donc c'est toujours un plaisir de justement avoir cette belle interaction-là qu'on peut avoir avec vous. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine! On est maintenant rendu à